Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors un épisode un peu particulier aujourd'hui puisque j'enregistre en direct des assises de la cybersécurité du groupe La Poste avec deux intervenants exceptionnels. Franck Bonnard, bonjour Franck. Bonjour Nicolas. Et Frédéric Le Bastard que nos auditeurs ont déjà pu entendre sur nos ondes. Bonjour. Bonjour Nicolas. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en 30 secondes ? Je sais que ça va être compliqué vu la carrière longue que vous avez déjà, mais... Promis, je vais tenir les 30 secondes. Donc moi je suis Franck Bonnard, je suis directeur cybersécurité du groupe La Poste depuis 1 an. En fait, je suis au sein du groupe La Poste depuis 4 ans et mes directeurs cyber depuis un peu plus d'1 an. Avant, j'ai un passé militaire. J'ai passé 28 ans au sein du ministère des Armées, dont les 15 dernières années dans le domaine de l'IT et de la cyber, avant de devenir un postier. Et moi, pour ma part, je suis un postier de longue date, puisque ça fait 22 ans maintenant que je travaille à La Poste et j'occupe actuellement la fonction de directeur service télécom, réseau et sécurité. Une direction qui embarque notamment les équipes du CERT La Poste qui sont basées à Nantes. Et je suis aussi président de l'association Intercert France, dont on a déjà parlé dans ce podcast. Quand on pense à La Poste, on ne pense pas forcément cybersécurité en premier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait pourquoi la cybersécurité vous en faites et pourquoi c'est important ? Déjà, je pense que quand on pense La Poste, on pense en premier lieu le métier historique de La Poste, qui est de transporter des lettres, puis de transporter des colis. Donc ça, c'est notre métier historique que nous faisons depuis 6 siècles, en tout cas pour les lettres. Mais aujourd'hui, c'est qu'un petit morceau de notre activité. En réalité, nous faisons plein d'autres choses. Donc le groupe La Poste, il faut savoir que c'est 240 000 personnes, donc autant d'endpoints, si je puis dire. C'est 40% du chiffre d'affaires à l'étranger. C'est plus de 500 filiales dans des domaines extrêmement variés. C'est de la banque, c'est de l'assurance au travers de la banque postale, au travers CNP. C'est des services de confiance au travers de l'identité numérique par exemple, au travers le coffre-fort numérique. C'est un hébergeur de données de santé. Donc une multitude de métiers, une multitude d'activités pour certaines très sensibles. Donc évidemment, énormément d'enjeux cyber derrière tout ça. Énormément d'enjeux cyber qui sont portés par plus de 400 collaborateurs qui sont dédiés entièrement au sujet de cybersécurité au sein du groupe. Et puis, Franck l'a souligné, La Poste est connue avant tout pour ses métiers historiques. Mais c'est vrai que ces métiers aujourd'hui sont en train de se transformer. Les usages du courrier sont en baisse significative. Et aujourd'hui, on innove et on développe beaucoup de nouveaux services. Alors, c'est vrai que ça a pu faire sourire quand on a annoncé que les facteurs allaient faire passer le code de la route. En réalité, aujourd'hui, La Poste est leader de ce marché. Donc, voilà, on est capable d'innover, ça fonctionne. On vient tout juste de revendre La Poste Mobile à Bouygues Télécom, ce qui montre aussi qu'en exploitant notre présence sur le territoire auprès du plus grand nombre, eh bien, on peut valoriser cet asset que représente notre implantation territoriale. Et finalement, on se rend compte que toutes ces innovations, elles ont une composante plus ou moins numérique, mais globalement plutôt plus que moins. Et on est assis historiquement sur, Franck l'a rappelé, 6 siècles de confiance que les Français nous octroient en nous confiant leurs choses précieuses pour qu'on les achemine quelque part en leur nom. Et si on veut préserver ce trésor de confiance dans le monde de demain, il faut qu'on soit performant sur les sujets de cybersécurité. Donc Franck l'a rappelé, on est présent sur de nombreux segments et il y a une véritable ambition et une véritable volonté d'entreprise d'être sur les plus hauts standards et sur les meilleures bases de comparaison de nos homologues sur tous les sujets cyber. Alors ce matin, en tout cas tu as présenté un peu un retour sur l'année 2024 avec les événements marquants qui sont passés en 2024. Est-ce que tu peux nous faire une synthèse de ton intervention et nous rappeler à l'oral, sans slide, quelles sont les choses qui vous ont occupé l'année dernière ? Sans surprise, ce qui nous arrive est à l'image de ce qui arrive à l'ensemble de l'écosystème du groupe La Poste, à savoir que nous, notre adversaire naturel, ce sont plutôt les groupes de cybercriminels. Je ne t'apprendrai rien en disant que la menace de type ransomware pèse très très fort chez nous. On a eu des événements de cette nature-là dans les années passées.
Et puis, l'actualité internationale, le contexte des JO, pour lesquels nous étions partenaires, ont fait qu'il y a eu un gros regain d'actions malveillantes de type activisme, de type des gens qui ont des actions revendicatives. L'image de la Poste, en fait, c'est l'image de la France. Donc, toucher la Poste, en quelque sorte, ça revient à toucher un service public. D'ailleurs, nous accomplissons des missions de service public. C'est pour ça que nous sommes assez sensibles à ce type d'attaque. Donc, un regain conséquent d'attaque en déni de service en 2024. Et puis, nous avions l'obstacle. En tout cas, nous avions l'étape des Jeux Olympiques à passer. Comme toutes les grandes entreprises, nous sommes préparés aux Jeux Olympiques, à la fois avec des mesures, je dirais, spécifiques liées aux Jeux Olympiques, vérifier que nos dispositifs d'alerte, de gestion de crise fonctionnent bien, et à la fois avec des mesures qui n'étaient pas spécifiques, mais un certain nombre de mesures de sécurisation qu'on a accélérées pour être prêts pendant les JO. Et finalement, nous avons passé la période des JO, je ne dirais pas sans incident et sans attaque, en tout cas, mais on a passé la période des JO sans incidents qui ont eu des impacts sur le business du groupe, et ça, c'était l'essentiel. Est-ce que vous vous sentez pas un peu seul? Parce que dans la plupart des pays, la Poste a le monopole de la distribution du courrier. Donc finalement, tu es à l'Intercert. Comment on fait pour faire un ISAC, par exemple, des postes, sachant qu'en France, il n'y a qu'un seul distributeur de courrier. Dans des secteurs comme, je sais pas, les pièces détachées automobiles, il y a des myriades de sous-traitants qui peuvent échanger entre eux, qui peuvent comparer leurs attaques. Comment vous faites pour être dans un domaine où finalement vous êtes les seuls à opérer, donc vous avez des attaques très spécifiques et vous ne pouvez pas bénéficier du retour d'expérience des autres? Pour nous, c'est un sujet qui est encore assez nouveau. Moi, quand j'en parlais il y a quelques années, j'avais l'habitude de dire que le modèle de la menace à la Poste, c'était la crevaison du vélo, qui n'est pas un sujet très cyber. Et donc, on s'occupait beaucoup, et historiquement, ça a vraiment été ça, de répondre à des attaques non ciblées. Et aujourd'hui encore, ça fait une grosse partie de notre volume d'activité. Depuis 18 à 24 mois, on a vu des choses se rapprocher de nous en fréquence et en intensité. Et donc je dirais ce sujet d'être une cible en tant que la Poste et plus simplement en tant qu'entreprise connectée sur Internet est un sujet qui est assez nouveau pour nous. Et donc on travaille actuellement avec des équipes en interne de nos services de lutte anti-fraude pour justement construire des coopérations avec de nouveaux acteurs. En particulier, on a des discussions en ce moment avec une association professionnelle qui s'appelle l'Alpha, l'association pour la lutte contre la fraude aux assurances, qui est une association professionnelle qui est implantée depuis de nombreuses années, plusieurs dizaines d'années, qui est intéressée pour échanger avec nous sur les sujets cyber. Donc voilà, on est en train de construire progressivement ce tissu de coopération. C'est un tissu qui est basé sur des socles de confiance, donc il est long à construire si on veut qu'il soit efficace. Et aujourd'hui, on est plutôt au début de l'histoire qu'en situation de parfaite maturité sur le sujet. Donc rendez-vous dans quelques années pour un nouvel enregistrement. Sur ce point, je pourrais rajouter juste une chose. Il existe des organisations, des associations qui regroupent des opérateurs postaux internationaux. Il y a une qui s'appelle l'UPU, Organisation Postale, je ne sais plus ce que ça veut dire, Universelle, pardon. Il y a Poste Europe également, donc nous sommes membres de ces organisations. Et jusqu'à présent, les sujets cyber n'étaient pas spécifiques, en tout cas n'étaient pas dédiés. Et maintenant, dans les deux, se créent des groupes de travail dédiés au sujet cybersécurité sur lesquels on vient partager des retours d'expérience. Donc ça se développe, cette coopération, y compris sur des activités cœur de métier postal. À titre personnel, je connais un petit peu la Poste suisse qui organise aussi les votations en Suisse et qui a eu un bug bounty sur les programmes de vote en ligne et ce genre de choses. Est-ce que vous travaillez avec des homologues de pays européens proches ou est-ce que leurs problématiques sont complètement différentes parce qu'ils n'ont peut-être pas d'assurance tous les métiers que fait la Poste française? On a effectivement des contacts avec la Poste suisse, Tom Welchty, qui est bien connu dans notre communauté. Bien connu, des gens qui vont à BotConf, oui, tu peux le dire. En effet. Et on a aussi des contacts avec la Poste italienne, Poste Italiane, mais qui est un acteur qui a un modèle beaucoup plus, je dirais, bancarisé que le nôtre, qui mise beaucoup plus fort que nous sur les activités de banque assurance. Et ce qu'on peut voir dans le paysage, en fait, c'est que les postes nationales sont assez différentes d'un pays à l'autre et que finalement, on n'a pas trouvé aujourd'hui un homologue qui a une
telle diversité dans le paysage de ces activités. Franck l'a rappelé, on a beaucoup d'activités, on a 4 branches différentes, on fait du colis express international, on fait de la banque, on fait le courrier domestique en France, on a aussi notre branche qui est autour des réseaux, de notre réseau de présence territoriale et du portail laposte.fr. Donc voilà, une diversité d'activités qu'on n'a pas nécessairement réussi à retrouver auprès d'un homologue qui aurait pu servir d'alter ego. On n'a pas mentionné DocaPost, mais vous avez mentionné hébergement de données de santé. Comment vous faites sur les sujets de souveraineté ? Est-ce que vous, en interne, par exemple, vous avez une grosse division, pas forcément cyber, mais IT, qui va travailler sur l'open source, faire des design hardware. Enfin, comment est-ce que vous envisagez d'adresser les sujets spécifiquement liés au fait que la Poste est un acteur souverain de confiance qui va se retrouver avec des missions extrêmement sensibles ? Moi, je vois 2 réponses à ta question. La première, c'est que la Poste, au travers de sa filiale DocaPost que tu as mentionné, est l'un des actionnaires fondateurs de NumSpot, un acteur souverain d'hébergement en mode cloud, donc aux côtés de, si je ne me trompe pas, la Banque des Territoires, Bouygues Télécom, Dassault Aviation et donc DocaPost. Donc c'est une manière d'être présent sur ces enjeux et ces questions de souveraineté. Et puis l'autre partie de la réponse que je peux te faire, c'est que justement, tu l'as souligné, la Poste est un acteur un peu particulier, un acteur à capitaux publics, et donc soumis au Code des marchés publics et aux règles de la concurrence européenne. Et donc on n'a pas vraiment le droit d'imposer des choix technologiques souverains. On a l'obligation réglementaire d'ouvrir nos appels d'offres de manière assez large sur le marché. On intègre ces contraintes-là dans notre quotidien. Alors, je sais que le prix du timbre a beaucoup augmenté, mais personne n'a de budget illimité. Où est-ce que vous allez mettre l'argent en 2025 ? Quels sont les sujets prioritaires ? Sur quoi vous allez mettre l'accent ? Quelles sont les menaces que vous anticipez ? Est-ce que, je sais pas, l'extension des différentes guerres dans le monde va être un sujet majeur ? Ou des catastrophes naturelles, j'en sais rien. Vous allez peut-être mettre de l'argent sur les PCA, PRA, parce que vous anticipez plus d'inondations ? Alors, je pourrais répondre de différentes manières. Donc, la première, c'est que nous consacrons un budget conséquent à l'IT, un budget conséquent à la cyber, que je ne vais pas forcément détailler ici, mais nous sommes dans les, dans les bonnes tendances. Si on regarde ce que recommande, par exemple, le Gartner en termes de dépenses cyber par rapport à la dépenses IT, recommandation autour de 6%. Donc, nous sommes dans ces créneaux-là. Donc, nous consacrons déjà un budget important à la cyber au sein du groupe. Ensuite, je pense que ça n'aura échappé à personne qu'il y a un certain nombre de réglementations qui vont s'imposer, un certain nombre qui s'imposaient déjà à nous et d'autres nouvelles qui vont s'imposer à nous. Comme je l'ai dit en introduction, on a des activités très différentes, ce qui fait qu'on a beaucoup de réglementations qui vont s'imposer à nous. On en a 2 majeures qui nous arrivent. Évidemment, la directive NIS 2 qui va globalement s'adresser à l'ensemble du groupe. Et puis pour notre partie banque et assurance, la directive DORA. Nous allons avoir des exigences de conformité et nous sommes en train de travailler notamment sur la feuille de route de mise en conformité NIS 2 et sur les impacts en termes de budget, là où il faut qu'on mette notre priorité pour être conforme à NIS 2. La conformité n'est pas un objectif en soi, n'est pas un objectif en soi. En tout cas, on en a une obligation de conformité, mais la conformité, être conforme, c'est pas forcément être en sécurité, mais en tout cas, ça va nous permettre aussi d'avoir un levier, je dirais. Le levier conformité, le levier réglementaire est un levier supplémentaire par rapport au levier qu'on avait jusqu'à présent de sécuriser au maximum nos activités. Donc c'est une part du budget qui va être dédiée à ça. Et puis là, je laisserai Frédéric aussi rebondir. Depuis quelques années, on modernise l'ensemble de nos solutions de sécurité. Notre architecture de sécurité est en train d'évoluer pour être up-to-date, si je puis dire. C'est aussi un domaine sur lequel il y a des investissements qui sont assez conséquents. Ouais, en effet, pour répondre à ta question, Nicolas, sur justement les liens avec l'évolution du paysage international et des tensions qu'on peut y déceler, effectivement, c'est un vrai point de préoccupation pour nous. On l'évoquait en aparté tout à l'heure, aujourd'hui, la sécurité de nos postes de travail, nos terminaux, elle est toujours perfectible, bien entendu, mais elle commence à devenir crédible, je dirais. Donc ça devient
de plus en plus lourd pour un adversaire de réussir à s'implanter durablement dans un environnement de poste de travail sans se faire détecter. Ça reste possible, mais ça devient de plus en plus lourd en termes d'investissement parce qu'il y a beaucoup de solutions de sécurité qui sont déployées dans ces environnements. Donc on regarde sous plein d'angles différents. Donc c'est vraiment difficile pour un adversaire de rester durablement. A contrario des infrastructures, où là, sur nos différents composants, que ce soit des firewalls, des switches, des proxys, etc., on ne sait pas installer de solutions de sécurité à l'intérieur de ces environnements-là. Et donc s'ils sont compromis, c'est beaucoup plus difficile de le déceler. On a beaucoup moins d'angles de vue disponibles. Et aujourd'hui, alors c'est pas l'affaire d'un éditeur en particulier. Nous, à La Poste, on en a 2 en particulier avec lesquels on a des soucis. Je vais pas les citer, mais ils se reconnaîtront. Et aujourd'hui, ça devient un vrai point de préoccupation, je dirais, sur le moyen terme et sur le long terme, de savoir comment on va réussir à garantir la sécurité de ces infrastructures. Oui, et je pourrais rajouter un point. Poursuit un effort important aussi en termes de gouvernance et en termes de faire descendre la cybersécurité dans les métiers, dans les projets. J'ai pu le dire en introduction de notre événement tout à l'heure en le déformant un peu Bruce Schneier. Les problèmes de sécurité ne se résolvent pas qu'avec la technique. La technique c'est important, mais il n'y a pas uniquement la technique. Donc la prise en compte dans tous les métiers des aspects cybersécurité, que ce soit des analyses de risque, que ce soit les exigences de cybersécurité qu'on impose à nos fournisseurs, qu'on impose à nos prestataires. Ça, c'est un élément qui est vraiment essentiel, qui d'ailleurs nous sera imposé demain par les réglementations que j'évoquais tout à l'heure, mais pour lesquelles on a largement anticipé. Tout le monde le sait aujourd'hui, un des maillons faibles peut être le fournisseur, le prestataire, la supply chain. Est-ce que vous opérez en dehors de l'Europe ? Parce qu'on parle de réglementation européenne, donc effectivement, il y a Nice, le Cyber Resilience Act et autres, mais même les Anglais maintenant qui sont indépendants passent des doigts et des directives de leur côté, mais il y a aussi Singapour, le Brésil, l'Inde, tout le monde a des réglementations sur la privacy, sur la protection des données, sur la géolocalisation des données. Est-ce que c'est des choses dans lesquelles vous êtes concernés ou est-ce que c'est trop loin de vos bases ? Des fois, je dis en plaisantant que c'est presque en plaisantant que ne serait-ce que faire la cartographie de l'ensemble du groupe, c'est compliqué, puisque j'ai 500 filiales. Mais je dirais que faire la cartographie de l'ensemble des réglementations qui peuvent s'appliquer à certaines de nos entités, c'est tout aussi compliqué. Comme je le disais, on a 40% du chiffre d'affaires à l'international. On est présent dans presque 50 pays. On présente beaucoup en Amérique latine, beaucoup en Amérique du Sud, un peu en Asie, etc. À travers de grandes filiales, typiquement Géopost, qui est aussi connu sous le nom de DPD Group, est une de nos grandes filiales. Et Géopost a des implantations dans énormément de pays européens, mais hors européens, donc avec plein de réglementations différentes. Mais même en restant sur le périmètre européen, lorsque je parlais de Nice 2 tout à l'heure, on voit bien que pour nous, c'est un sujet qui ne va pas être simple, parce que la directive qui est européenne est déclinée dans chacun des pays de l'Union européenne, avec des déclinaisons qui seront peut-être un peu différentes. Donc on a un gros sujet qui est travaillé à la fois par les équipes cyber et par les équipes juridiques pour voir comment tout ça va se décliner dans chacun des pays membres. Et puis comme tu le dis, après tout ça, progressivement, on peut l'étendre à plein d'autres pays en dehors de l'Union. Tu citais Bruce Schneier, la sécurité, c'est des outils, des processus et des hommes. Comment vous acculturez les postiers à la sécurité ? Parce que j'imagine qu'ils savent, ils connaissent les chiens méchants, mais comment est-ce qu'ils connaissent les SMS méchants ou les URL méchantes ? Alors ça, c'est un sujet sans fin. Sans fin. On a un plan, une feuille de route qu'on appelle le plan 4x100%, et un des 100%, c'est sensibiliser 100% de nos collaborateurs. Donc faire en sorte que 100% de nos collaborateurs soient sensibilisés au sujet cyber. Puis la sensibilisation, c'est pas one shot, hein. C'est pas parce que j'ai fait une sensibilisation, on doit le remettre en permanence, on doit recommencer en permanence l'ouvrage, si je puis dire. Donc on a toute une série d'actions de sensibilisation, alors des actions traditionnelles de sensibilisation au phishing, à la lutte contre le phishing dédiée pour tous les collaborateurs. On a fait ce qu'on appelle les 10 commandements de la cybersécurité. On met en place des formations qui demain seront obligatoires pour nos collaborateurs qui devront suivre pour être sensibilisés au sujet cyber. Et puis les équipes de Frédéric, du CERT et du SOC font beaucoup aussi d'actions de sensibilisation qui s'adressent à la fois à l'ensemble des collaborateurs et puis des sensibilisations ou des communications dédiées à certaines catégories, parce qu'il y a l'ensemble des postiers et puis il y a aussi des sensibilisations dédiées à faire à des populations qui peuvent être de prime abord plus initiées au sujet cyber, mais qui ne sont pas forcément toujours celles qui sont les plus prudentes, si je puis dire.
Oui, je confirme. Et puis à cet effet, on a un certain nombre d'outils. Donc on organise des sessions qui sont pas au format podcast, mais qui sont au format. On utilise l'outil Teams pour évoquer des sujets d'actualité une fois par mois. On appelle ça des rendez-vous cyber. Donc on va parler un coup de l'IA, un coup de la blockchain, etc., etc. Et sous un angle cyber, bien sûr. Et puis on propose aussi des outils pédagogiques. On utilise pour ça en particulier un petit bout de code qui a été développé par les équipes du CERN de la Société Générale qui s'appelle Swordfish et en fait qui est une plateforme de sensibilisation pédagogique au phishing, on va dire. Et ce matin là, on a lancé, alors comme l'épisode sera pas diffusé dans la journée, j'en profite pour en parler. On a diffusé par ce biais la nouvelle politique de télétravail de l'entreprise. Et d'après mes informations, ça suscite beaucoup d'intérêt. Très bien. Est-ce que vous voyez quelque chose à ajouter? Est-ce que j'ai oublié de poser une question essentielle ou est-ce que vous voulez apporter le mot de la fin? Moi, le mot de la fin, je dirais, c'est les hommes et les femmes qui constituent la cybersécurité du groupe La Poste. Puisque tu es là aux assises, Nicolas, tu as dû pouvoir voir qu'on a passé plusieurs clips vidéo avec différents profils de personnes qui travaillent dans la gouvernance, au cœur du groupe, au sein du SOC, dans certaines filiales. Donc on a vraiment des profils extrêmement diversifiés. Et plus de 400 collaborateurs, comme je le disais tout à l'heure, qui font la cyber au sein du groupe. Et tout ça, c'est éminemment complémentaire. Et pas notre gros défi, mais en tout cas un point particulièrement important, c'est de faire en sorte que tous ces gens-là coopèrent au mieux. C'est aussi d'être capable d'offrir des parcours professionnels à l'ensemble de nos collaborateurs. On a une vraie politique au sein du groupe, et c'est pas Frédéric qui va me démentir, de recruter en interne, si je puis dire, c'est-à-dire d'amener au sujet cyber des personnes qui au départ étaient sur des métiers traditionnels de la Poste, des gens qui étaient facteurs, qu'on a entre guillemets transformés en spécialistes cyber, et il y en a au sein des équipes du SOC et du CERT, et ça c'est vraiment fondamental, parce que c'est des gens qui ont une connaissance de l'entreprise, qui ont une connaissance des métiers, et si vous leur amenez ensuite la spécialité cyber dessus, c'est une plus-value incommensurable, si je puis dire. Mais je pense que Frédéric pourra aussi compléter. Oui, c'était mon mot de la fin, donc tu me l'ôtes de la bouche, Franck. Et en effet, je voulais insister sur ce point autour de la formation, qui est, je pense, un de nos gros atouts à la Poste, et à ces parcours dans lesquels on embarque des gens. Et là, on en a fait un il y a quelques années, et j'ai été très fier d'apprendre il y a quelques jours que plusieurs de ces collaborateurs, donc, qui étaient il y a 3-4 ans facteurs pour certains, qui livraient des colis dans les boîtes aux lettres de nos clients, ont fait ce parcours de formation pour accéder au premier poste disponible dans les métiers cyber. Et plusieurs d'entre eux ont réussi un concours là il y a quelques semaines qui les a amenés sur des grades de cadre supérieur. Et donc ça démontre que avec un peu d'envie et dans un contexte qui est favorable, on peut apporter des solutions à la problématique de la pénurie des compétences dans notre métier. Parce que d'aller débaucher chez les concurrents, c'est très bien, mais on ne fait que déplacer les problèmes. Et quand on forme les gens, on règle les problèmes. Et ça, c'est un truc que j'aime bien. Ça me semble être une excellente conclusion. Franck, Frédéric, merci beaucoup pour votre temps. On va devoir retourner assister à la suite de la journée, qui s'annonce passionnante puisque je suis aussi intervenant dans cette journée. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.